caractéristiques plus intéressantes, aussi parce que le code est plus stable. Ethereum va être plus intéressant pour créer ce qu'on appelle des smart contracts, des applications décentralisées qui vont pouvoir servir à tout un tas de choses et développer des nouveaux services dans le monde de l'entreprise par exemple. Voilà, plein de différences. Ça marche. Alors, comme je disais, je pense que là, en l'espace d'un an et demi, 2 ans, le monde des crypto-monnaies a un peu changé de visage au sens où il y a beaucoup d'investisseurs et de spéculateurs. Et ici, on est au salon de l'analyse technique, donc une population plutôt d'investisseurs. Et moi-même, nous intéressons beaucoup au trading, etc. Tu as dit que tu ne voyais pas forcément ça d'un mauvais œil, puisque ça amène de l'intérêt et des flux de capitaux, etc. Mais par contre, on dérive peut-être un peu du côté un peu rebelle initial du Bitcoin, et il y a des projets qui ne sont pas forcément appréciés, comme le Ripple, qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps. Toi, quel est ton point de vue par exemple par rapport au Ripple qui est plutôt tourné vers les banques et qui n'est pas tellement décentralisé. En tout cas, je crois qu'une grande partie des Ripple sont détenus par une même entreprise, ce qui n'est pas l'esprit de base des crypto-monnaies. Alors effectivement, Ripple a été développé par une entreprise qui s'appelle Ripple Incorporated, qui sont aux États-Unis. Et Ripple, ce sont des gens, enfin l'équipe Ripple, ce sont des gens qui justement ont été intéressés par le Bitcoin très tôt, d'accord, et qui ont vu en la technologie Bitcoin, qui ont analysé les différentes technologies utilisées par le Bitcoin, notamment la blockchain, et qui se sont dit, ce truc-là, ça peut être super intéressant, on pourrait développer une plateforme pour les institutions financières, pour des échanges instantanés, qui sera extrêmement efficace, et arriver avec cette proposition-là de valeur vers ces gens-là. Ripple, effectivement, n'est pas une blockchain publique. Une blockchain publique, ça veut dire que je vais pouvoir, en tant qu'individu, devenir un nœud du réseau Bitcoin ou un nœud du réseau Ethereum et participer en fait à la validation des transactions qui sont en train de se passer sur le réseau. Sur Ripple, c'est un peu différent. Il faut être agréé par Ripple pour être un nœud du réseau Ripple. C'est pour ça qu'on dit que Ripple est une blockchain semi-privée. Ensuite, Ripple a su justement utiliser la technologie de la blockchain pour proposer une plateforme qui va être ultra intéressante justement pour ces institutions financières qui vont pouvoir ensuite s'échanger de manière ultra économique, ultra sécurisée grâce à la blockchain, des actifs à travers le monde et des grosses quantités d'actifs aussi. Et donc ça, c'est une proposition de valeur qui touche ces gens-là. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que ces technologies-là sont utilisées de manière différente par différentes personnes. Et ça, moi j'ai pas de problème avec ça, dans le sens où chacun est libre de faire ce qu'il veut et de proposer les projets qu'il le souhaite. Ce qui est important par contre, en tant qu'investisseur, c'est justement de comprendre vraiment à quoi sert telle et telle crypto-monnaie. Surtout si c'est pour du long terme. Si c'est que de l'analyse technique et que vous voulez juste jouer sur les cours, vous n'allez peut-être pas regarder ça, ou en tout cas pas autant que si vous voulez investir sur un projet à long terme. Et donc il faut voir quels sont les différents marchés qui sont visés par les crypto-monnaies en question, par Ripple par exemple, par IOTA, par d'autres choses, et voir si c'est un projet qui vous parle. Est-ce que vous pensez que le projet qui est en train d'être développé va être utilisé dans le futur de manière suffisamment massive pour maintenir la capitalisation de marché qu'il a aujourd'hui. L'idée, c'est, si on investit dans quelque chose, c'est qu'on pense qu'il est sous-évalué, en tout cas sur du long terme. Voilà. Et tout à l'heure, il y avait une question justement quant à la valeur de Bitcoin aujourd'hui, qui est de 8 000 $, la valeur des crypto-monnaies en général même, savoir si, est-ce que je pense que c'est un prix correct ou un prix surévalué ou sous-évalué. Je ne saurais pas le dire. En fait, c'est extrêmement compliqué de savoir où placer, quelle est la valorisation de marché correcte pour ces actifs-là, puisque ce sont des nouveaux actifs et qui ont des utilités différentes. En fait, si je pense à Bitcoin et que je vois comment il se positionne, on parle souvent d'or 2.0, d'or numérique quand on parle de Bitcoin. Et quand on le compare en fait à des actifs aujourd'hui comme l'or ou comme d'autres réserves de valeur, on voit que la valeur de Bitcoin est très faible. D'accord ? Genre 100, 150 milliards de dollars. Si on le compare à l'or qui fait plusieurs trilliards de dollars, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, et en plus, ça s'inscrit dans une dynamique de numérisation des choses. Et donc, si
si ça ne parle pas trop aujourd'hui aux gens, dans 10, 15, 20 ans, quand ce sera voilà, les gens qui sont en train de naître aujourd'hui, qui sont nés avec les iPads et les iPhones, qui seront là et qui seront à l'âge adulte, ça leur parlera peut-être beaucoup plus d'avoir de l'or numérique qu'on peut déplacer instantanément que d'avoir un lingot d'or à la banque. Donc il faut aussi penser à tout ça, et il faut voir que la manière dont est architecturé, dont Bitcoin est mis en place, font qu'il s'inscrit déjà dans ces schémas de pensée-là, qui sont futurs et qui sont encore nouveaux aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de Bitcoin, c'est un peu oh, je comprends pas trop, ça me parle pas ce truc-là, etc., etc. C'est possible que ça change beaucoup dans le futur. Donc de ce point de vue-là, j'ai tendance personnellement à penser que des actifs comme Bitcoin sont sous-évalués. Après, par contre, quand je regarde la capitalisation de marché de certaines autres crypto-monnaies, et que je vois à quoi elles servent ou à où elles en sont dans leur schéma de développement du projet qu'ils sont en train de faire, et les valorisations de marché qui peuvent atteindre déjà des centaines de millions de dollars, j'ai tendance à penser que ces crypto-monnaies, pour du long terme, sont surévaluées. Parce qu'il faut voir à quoi va servir la plateforme. Si on propose un projet qui va concurrencer des actifs très utilisés aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que la valeur augmente. Si on propose tout simplement de faire de l'échange je sais pas moi, de proposer une plateforme qui permet de louer de l'espace de stockage sur l'ordinateur de particulier à particulier, est-ce que ça vaut 200 millions de dollars? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est toujours important de bien analyser les choses, de s'informer, notamment sur les équipes qui portent le projet. Ouais, bien moi ce que je peux dire par rapport à tout ça, c'est que je pense que tout ce phénomène des crypto-monnaies, on manque de repères, et tu viens de le dire, pour valoriser et savoir vraiment où c'est. Donc c'est encore un phénomène en pleine explosion. Moi je trouve ça intéressant, surtout pour les jeunes, au-delà d'investir uniquement, mais peut-être d'entreprendre ou de tenter de rejoindre des équipes, etc. Parce que c'est quand même un projet, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie et d'échange. Donc ça c'est une bonne chose. Et moi je trouve qu'on peut quand même comparer ce phénomène à une espèce de tendance porteuse. Les ICO peuvent être comparés à des introductions en bourse d'un nouveau genre où les équipes cherchent à se financer. Après, en dernier ressort, comme tu l'as dit, il y a certains projets à mon avis qui tomberont à l'eau, donc sans doute qui sont trop valorisés, donc ça il faut se repérer, faire attention aux ICO, etc. Et à terme sans doute qu'il y aura de la concurrence et que quelques grosses équipes, les meilleures, concentreront la valeur. Je sais pas, c'est juste un point de vue, on verra. Par contre, la base d'une crypto-monnaie et du Bitcoin, c'était quand même d'être une monnaie. Et dans certains pays, c'est assez développé. Par exemple, au Japon, on peut acheter beaucoup de choses en Bitcoin. Peu à Paris. Tu disais, il y a quand même 100 000, je crois, sites de e-commerce qui permettent, donc à travers le monde, d'acheter en Bitcoin. Mais sur Paris, il y a quoi, peut-être une centaine de commerces qui acceptent le Bitcoin? Alors sur Paris, je ne saurais pas donner un chiffre exact. Pour être honnête, mais effectivement il y a quelques commerces qui acceptent le Bitcoin, notamment autour de la maison du Bitcoin, parce qu'on est allé les voir, on leur a parlé de la technologie, et ça les a intéressés. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que à la maison du Bitcoin, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir, justement des commerçants, etc., et qui nous demandent ok, comment est-ce que je peux intégrer cette chose-là à mon commerce. Et nous on est là, on va les guider, et on voit cette demande qui est grandissante. C'est-à-dire que de plus en plus de gens viennent et nous demandent voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre en place un portefeuille Bitcoin pour que je puisse l'accepter dans mon commerce, etc. Donc on voit que ça grandit. Effectivement, c'est pas encore aussi développé que dans certains pays. Aux États-Unis, au Japon, dans les pays asiatiques, on va voir une acceptation du Bitcoin qui est plus forte. Je pense que c'est aussi culturel. Au Japon, ils sont plus habitués justement à jouer avec l'argent, échanger de l'argent contre d'autres types d'actifs. Ils ont une sorte de jeu, dont j'ai oublié le nom, qui est accepté en fait dans les commerces. On s'échange en fait de l'argent contre des sortes de billes qui prennent et perdent un peu aussi de la valeur, qui ont une certaine valeur. On va pouvoir payer avec ça dans certains commerces. Pachinko ? Pachinko, voilà, c'est ça. Non, c'est vraiment des choses physiques. Alors c'est quelque chose de différent, encore je suis en train de parler. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi culturel, je pense, le fait de pouvoir accepter ces nouvelles technologies-là, comme c'est encore naissant, c'est encore très volatile aussi, c'est pas forcément facile de rentrer dedans d'un point de vue de commerce.
Donc voilà, mais ça se développe. Et ce qui est surtout ultra intéressant, en fait, c'est le nombre d'entreprises qui commencent à avoir des projets sur les crypto-monnaies. Le nombre d'entreprises et le nombre de startups qui sont en train de naître sur les crypto-monnaies. Et là, on voit vraiment une explosion. Alors, si on voit le nombre de startups qui prenaient naissance en 2012, 2013, 2014, par rapport au nombre de startups qu'on va voir aujourd'hui, c'est sûrement 10, 100, une centaine de fois plus, quoi. Donc toutes ces startups-là, elles vont amener déjà de la facilité dans les crypto-monnaies, d'un point de vue de l'usage, de l'acquisition, etc., etc. Et elles vont juste développer cette technologie-là pour que ce soit plus simple en fait, pour tout un chacun de les utiliser. En fait, si on regarde les crypto-monnaies aujourd'hui, on peut le comparer un peu à l'Internet des années 95. Okay, c'est-à-dire qu'en 95, on était encore là, ok, c'est quoi ce truc l'Internet, je comprends pas trop à quoi ça va servir. Moi j'ai mes pages jaunes pour trouver mes trucs, ça me va très bien. On est un peu à ce niveau-là et c'était un peu compliqué d'utiliser. C'était lent, c'était pas très rapide, c'était pas très efficace. Et sur les crypto-monnaies, je pense qu'on en est là. On est en 1995, quoi. Et donc c'est aujourd'hui que des acteurs sont en train de prendre place pour justement développer cette technologie-là et que ce soit quelque chose d'utilisé de manière beaucoup plus mainstream dans le futur et dans quelques années. Alors, du coup, une manière différente d'investir sur les crypto-monnaies, est-ce que ça peut être d'investir dans des entreprises qui développent des choses de ce côté-là? Et d'ailleurs, récemment, il y a eu par exemple Atari, la société de jeux vidéo qui était un peu... voilà, qui faisait plus grand chose ces derniers temps. Elle a annoncé qu'elle avait fait un projet sur la blockchain et directement elle a pris énormément de valeur. Pour des investisseurs, voire des spéculateurs, est-ce que ce type de logique peut être intéressant? Est-ce qu'il y a des entreprises dans lesquelles on peut investir de manière plus classique en bourse et qui sont clairement orientées vers les crypto-monnaies, la blockchain? Oui, je pense que c'est une autre manière justement d'investir dans cet écosystème-là. Comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de développer des projets. Il y a Atari qui développe sa propre crypto-monnaie. Il y a aussi Kodak qui a fait une levée de fonds en fait pour ces crypto-monnaies et qui a vu sa valeur d'ailleurs augmenter de 50%, je crois, après avoir annoncé qu'ils allaient sortir. Qu'ils allaient sortir une blockchain avec un token natif, etc. Vous avez Telegram, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application de messagerie, en gros, une plateforme pour échanger de l'information, qui sont en train de lever des fonds et qui ont levé énormément de fonds. Ils ont levé 800 millions de dollars en pré-ICO pour les institutionnels et ensuite ils veulent lever jusqu'à 2 milliards de dollars. On se demande quand même à quoi ça va servir. Mais effectivement, vous avez ensuite plein de petites entreprises qui développent des produits pour les crypto-monnaies. Un exemple, c'est Ledger. Ledger, qui est une entreprise française qui fait des portefeuilles physiques pour crypto-monnaies ultra sécurisés. Ledger qui a vu le jour en 2015. En 2015, et donc ils avaient réussi à lever 1 million d'euros pour développer leur projet. Il y a 2 mois, ils ont levé 100 millions d'euros cette fois-ci. Donc on voit effectivement qu'il y a eu une prise de valeur qui était colossale et qui peut y avoir un intérêt de justement essayer de chercher et dénicher les entreprises qui sont en train de développer des produits qui feront fonctionner l'écosystème demain. Et effectivement, il y a aussi des gains à effectuer de ce côté-là, si on sait se positionner sur ces entreprises qui réussissent à être suffisamment visionnaires pour avoir un impact dans le futur. Aussi, alors là ça a dû se calmer, mais quand c'était vraiment l'euphorie autour des crypto-monnaies, les sociétés en rapport avec le minage ont beaucoup progressé. Par exemple, des sociétés de cartes graphiques, comme Nvidia qui a beaucoup progressé, et d'autres, AMD je crois. Ça aussi c'est une manière aussi d'investir sur du côté des entreprises classiques cotées, tout en profitant de cet engouement par exemple. Oui, bien sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est que les crypto-monnaies, ça va toucher tout un tas de secteurs différents. Je dirais même qu'à terme, ça va toucher la majorité des secteurs. Si on regarde la technologie de la blockchain et les cas d'application, les cas d'usage qu'il peut y avoir. Et par exemple, effectivement, les sociétés qui créent des cartes graphiques comme Nvidia commencent à sortir, vont proposer en fait
des cartes graphiques spécialisées pour les crypto-monnaies qui vont être optimisées pour ça. Ça leur donne de la visibilité et ça attire l'œil. Et effectivement, on a vu des valeurs boursières qui ont grimpé suite à ces annonces-là. Et voilà, c'est vraiment un écosystème très complet et où d'un point de vue d'investisseur, il y a beaucoup de choses à étudier et il y a pas mal de positions à prendre, que ce soit sur les crypto-monnaies mêmes ou sur les technologies qui sont développées autour de ça. Ça marche, eh bien merci David pour toutes ces réponses. Juste une chose, vous êtes membre de la French Tech je crois, ou en tout cas Ledger en fait partie. French Tech c'est quoi? C'est on va dire un environnement, une structure publique, privée ou publique, je sais pas, qui soutient les entreprises innovantes françaises dans le domaine de la technologie. Est-ce que finalement la France essaye de soutenir les crypto-monnaies ou pas forcément, elle est plutôt méfiante? Alors, de la part du gouvernement, on n'a pas encore trop de retours, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent se positionner. Il y a plus d'annonces quand même chez nos voisins, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., qui veulent justement, qui ont déjà dit qu'ils voulaient créer un cadre plutôt bon en fait pour les crypto-monnaies, qui veulent les amener, qui veulent développer en fait ces technologies-là et qui veulent se positionner. La France, on ne sait pas trop encore. Après, il ne faut pas que la France passe à côté, parce qu'on a quand même des excellents ingénieurs, on a beaucoup de talent en France. Et la France pourrait faire de grandes choses justement dans les crypto-monnaies. Donc effectivement, il y a la French Tech qui va aider les startups à se développer dans tout le milieu de la fintech, des technologies financières, qui vont pouvoir apporter du réseau, du contact, etc. Aux porteurs de projets. Mais ensuite, voilà, il va falloir que aussi le gouvernement propose qui ira dans le sens de ces technologies-là pour qu'on ne passe pas à côté, comme on a pu passer par exemple à côté de l'Internet ou de choses comme ça, pour devenir un acteur prépondérant au niveau mondial sur les crypto-monnaies. Et j'espère que ça le sera. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a pas mal de représentants de différents gouvernements qui souhaitent avoir une cohésion au niveau du cadre législatif qui sera donné, du cadre régulatoire, au niveau européen. Donc je pense que on en saura plus avec les discussions qui auront lieu au G20 courant 2018 sur les crypto-monnaies. Après, il y a des nouvelles qui tombent tous les jours et voilà, tous les jours. Il faut essayer de suivre un peu les news pour comprendre quel chemin va être pris. Ça marche. David, vous le retrouvez à la Maison du Bitcoin et également la plateforme CoinHouse, c'est ça? Merci pour tout. Merci à vous d'être venus.